Bonjour à tous déjà et merci d'être venus aussi nombreux. Là, c'est, je pense, une des premières fois où je remplis une salle aussi pleinement. Donc merci beaucoup. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce que j'ai dit pour mériter ça, mais merci beaucoup d'être venus. Je suis Maxime Beugnet, je suis développeur advocate, je suis basé à Toulouse depuis peu. Je suis parti de Paris. Bon, après j'étais de Toulouse déjà, donc j'ai 20 ans d'expérience déjà dans la région, mais je suis revenu. Retour aux sources. Donc je vais vous parler de MongoDB, je vais vous parler de REST API et de GraphQL, le tout dans MongoDB Atlas et App Services notamment. Donc on va faire du serverless, on va faire construire des choses. L'idée c'est que j'ai fait en fait un petit projet Covid au moment où c'est sorti, au moment où le Covid a commencé. Au début, je me demandais si mes graphes, si mes datas allaient dépasser les 1000 cas et les trucs comme ça. Donc vraiment, j'étais au tout début de la pandémie quand ça a commencé en Chine. Et voilà, donc on va discuter un peu de tout ça. Je vais vous présenter tout ça. On va essayer de balayer les slides le plus vite possible, parce que le but, c'est de vous montrer un maximum de choses. Donc voilà, je veux juste vous faire passer quelques idées, vous présenter un petit peu le projet et le saut de process, on va dire, que j'ai eu pour arriver jusqu'à cette donnée-là, ce jeu de données-là, et ensuite comment je vais le travailler et comment je l'ai préparé pour créer ces REST API. Et voilà, on va passer juste du temps à faire un peu du pseudo-code ou du no-code, enfin vous appelez ça comme vous voulez, mais bon, en tout cas, je vais vous montrer comment déployer tout ça en 40 minutes. Alors, donc, vous vous souvenez, en 2019, le monde était beau, tout allait bien, puis après, il y a eu tout ça, il y a eu le Covid, il y a eu la misère, il y a eu tout ça. Bon, 2023, on est parti sur encore d'autres délires, hein, mais bon, il y a encore un peu de Covid, mais voilà. Donc moi, mon but au début, c'était donc de récupérer ces données. Je voulais essayer déjà de mettre, ce qu'on disait, je ne sais pas si vous vous souvenez au début, donc il y a 3 ans maintenant, on était bombardé de chiffres tous les jours. Il y avait 10 000 cas, 100 000 cas, 3 000 cas, 2 000 cas, on ne sait pas où, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quand. On ne savait pas trop si ça augmentait, si ça diminuait, c'était un peu vague, voilà. Donc moi, ce que je voulais, c'était mettre un peu tout ça en valeur, essayer de remettre un peu les choses en place. C'était un peu critique à la télé, mais est-ce que c'était vraiment si critique que ça ou pas? Enfin, c'était, voilà, mettre un peu tout ça en perspective. Donc du coup, j'avais décidé d'essayer de trouver une source de données un peu fiable et d'essayer de refaire donc, des charts, essayer de refaire des graphes, mes graphes avec ma version, d'essayer d'étudier un peu cette donnée, de la faire parler pour faire des choses un petit peu sympas. Donc ça, les charts que vous voyez là, je les ai fait avec MongoDB Charts, qui est donc disponible dans MongoDB Atlas, avec le jeu de données du coup que j'ai créé, recréé, importé, enfin on va en discuter. Donc c'était le premier but déjà, c'était de pouvoir étudier cette donnée. Donc déjà il me fallait un jeu de données et ensuite je voulais pouvoir rendre cette donnée après accessible à tout le monde et à la majorité pour que ça serve éventuellement à quelque chose, hein. Peut-être pas sauver le monde, mais voilà, le but c'était de rendre en tout cas ça disponible, que ce soit pour des petits pet projects ou des choses comme ça, hein. Et je voulais faire donc des API REST et des API GraphQL et donner ça à tout le monde. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était Johns Hopkins University qui avait fait ces charts au début, c'est ça qui m'a inspiré pour faire ce projet au début. Alors au début c'était même, je pense pas qu'ils aient même sorti ça au début, c'est arrivé plus tard. Quand j'ai commencé ils n'avaient pas encore sorti la carte, mais ils avaient commencé, en tout cas c'est eux qui ont commencé en premier à créer un jeu de données, etc. Donc je me suis dit qu'on allait s'inspirer un peu de ça. Si vous regardez un peu en bas, discrètement, il y a des terms of use en bas, et dans les terms of use, il y a un joli repository GitHub. Alors il est arrivé plus tard aussi, au début c'était une vieille page Google Drive avec un vieux CSV, Excel, enfin bon bref, il fallait parser le truc en HTML, c'était une horreur. Mais bon, j'avais récupéré les données comme je pouvais au début, jusqu'au jour où ils ont sorti un repository GitHub, que du coup je me suis empressé de récupérer. Et déjà la première question que je me suis posée au début, parce que bon, en étudiant la donnée, j'ai vu déjà que dans les fichiers CSV, bon, c'était pas tip top, il y avait des erreurs, des fois il y avait des choses qui étaient clairement pas bonnes, enfin ça sautait de 10, 20, 30 cas, puis boum, d'un coup ça passait à 100 000, je fais oula, il y a des données un peu bizarres, il doit manquer une virgule dans le CSV ou des trucs comme ça. Bon, je dis bon, la source de données n'est peut-être pas fiable, mais peut-être que je peux faire mieux. À la limite, si je regarde leur source de données à eux, peut-être que je peux trouver encore une meilleure source, parce qu'il y a forcément une source, la source, quoi. Et bon, là j'ai regardé la liste des sources que eux ils utilisent pour générer leur dataset, et ça ressemble à un truc comme ça, et j'ai fait ok, peut-être pas en fait, c'est pas bon plan. Donc j'ai dit très bien, on va utiliser juste ce que eux ils ont fourni, ils ont déjà agrégé suffisamment de trucs, alors peut-être ils ont fait des erreurs, mais c'est pas grave, hein, on va utiliser ça. On va dire que ça c'est donc ma source de vérité, on va dire, et je prenais ça comme vérité, et donc le but c'était pas forcément de mieux, de faire corriger les données ou quoi, c'était juste voilà, de repartir avec quelque chose. Donc j'ai commencé à regarder dans ce repo, et dans ce repo il y avait un dossier Daily Reports, donc a priori moi c'est ce que je voulais, hein, c'était tous les jours pouvoir rajouter ma donnée dans ma base de données MongoDB, donc tous les jours incrémenter avec les nouvelles valeurs du jour. Donc ça paraissait être un bon plan. Donc si on regarde le premier fichier, donc il date du 22 janvier 2020, le fichier, donc fichier CSV tout plat, il ressemble à ça. Donc il y a un province/state
state, country/region, last update, sans le slash, ou avec un espace, confirme death et recovered cases, donc les cas du jour, le nombre de décès et le nombre de personnes qui sont guéries. Au début, ils comptaient les guéris, et après, ils ont arrêté de le compter au bout d'un moment. Donc on voit que là, quand il n'y a rien, on suppose que c'est un 0, donc bon, pourquoi pas, ça je peux le gérer avec un parseur. Les provinces, les states, etc., je peux le gérer avec un parseur. J'ai un format de date qui est un peu bizarre, où j'ai l'année qui est à droite et une heure séparée avec un espace. Bon, pas un format très commun, mais pareil, avec un petit coup de parsing, je peux gérer ça. Bon, pourquoi pas. Après, je regarde un autre fichier un peu plus loin, qui est censé être le même fichier, CSV, hein, dans le même dossier. Et là, il y a tout qui a changé. Donc déjà, pas terrible, quoi. J'ai souligné quelques petites différences, mais je pense que j'avais pas besoin vraiment. Il y avait vraiment déjà peut-être que des trucs assez flagrants. Donc il y a des colonnes en plus. Voilà, FIPS, on sait pas trop ce que c'est. Admin 2, apparemment ça c'était les counties aux États-Unis. Donc il va rajouter des sous-divisions dans les provinces et les régions. La date, le format a changé. Maintenant j'ai l'année qui est à gauche. Latitude, longitude, long underscore. Bon, il y a des typos en plus, donc il faut gérer ça dans les fichiers. Il y a des typos un peu partout. J'ai la latitude et longitude qui sont arrivés, que j'avais pas avant. Maintenant, j'ai des zéros, alors qu'avant, j'avais pas les zéros. Bon, des champs en plus aussi sur la droite, active et combine key. On sait pas trop ce que c'est, mais pourquoi pas. Bon, très bien. Bon, donc là, je me suis dit, très bien, c'est chiant. Hein, voilà, clairement, c'est chiant. J'ai pas envie d'écrire un parseur par jour pour gérer toutes les exceptions et tous les cas qui peuvent exister. Donc, pas terrible. Pas consistant, pas très prédictible, et moi je voulais faire une API, j'ai envie de retourner à la même donnée tous les jours. Si vous me demandez les données pour la France à telle date, je vais pas vous donner des champs, des colonnes, nommés différemment tous les jours, quoi. Donc c'est pas le but. Alors MongoDB pourrait manger ça, parce que MongoDB est schema free. Ça veut pas dire que j'ai le droit de tout faire, et que voilà, le but c'est quand même d'être propre dans la base de données, je voulais faire un truc propre. Donc pas bon, là j'ai serré les dents, j'ai fait hop, changement de plan, pas bon plan. Donc le but c'est de trouver une source qui est consistante. Je voulais faire un truc propre et consistant, donc pour faire une bonne API, hein, que ce soit surtout une API publique comme ça que je voulais mettre au public, il faut quand même chercher une source de consistance, et que je cherchais un truc propre. Donc j'ai continué de chercher, et dans ce dossier il y a un autre dossier du coup qui s'appelle time series, dans lequel il présente la donnée en fait sous une nouvelle forme. Donc en fait il y a 5 fichiers CSV, il y en a 3 ici qui s'appellent confirm death et recovered global. Donc en fait c'est les données en gros par pays, voire sous-divisé en régions. Par exemple, la France est sous-divisée en France métropole, merci, et les dom-tom, par exemple, qui sont séparés. Bon, les États-Unis sont divisés, alors je crois qu'ils sont en une seule donnée ici, mais il y a 2 autres fichiers pour juste les États-Unis, où là j'ai toutes les données divisées par jusqu'au county. Donc du coup j'ai des subdivisions, j'ai beaucoup de subdivisions du coup dans les 2 données US. Donc là, j'ai de quoi bosser. Quand je regarde un fichier, ça ressemble à ça. Donc là, visiblement, en fait, leur but, c'était tous les jours de faire un commit en fait, sur le fichier CSV, et me rajouter en fait, une donnée tout à droite, en fait, dans une dernière colonne tout à droite. Mais en tout cas, là, le fichier, il semblait consistant. Là, tous les jours, j'avais la même chose, j'avais les mêmes colonnes. Ils ne me renommaient pas les champs, les provinces, les états, les trucs tous les jours. Latitude, longitude, c'était écrit une bonne fois pour toutes. Ça paraissait plus clair. Bon, très bien. Maintenant, ce que je peux faire, c'est importer ça dans MongoDB, du coup. La bonne idée, je peux utiliser Mongo import, -csv ou -type égale CSV. Hop, je fais manger ça à MongoDB, j'importe tout dans MongoDB, super, j'ai fini. Bah non, parce qu'en fait, là, je me retrouve avec un schema de données qui est complètement dégueulasse, pour ne pas dire autre chose, pour travailler avec, quoi. Là, je me retrouve avec une collection, du coup, de dates qui est infinie, puisque là, du coup, on a 3 ans de données, donc 300 plus quelques mois, je crois qu'on a 1200 données, donc je me retrouve avec un document qui contient 1200 données pour la French Guinée. Alors certes, j'ai tout dans un document, mais je me retrouve avec, du coup, des dates, là, ici, vous voyez, qui sont dans une clé, parce que MongoDB, donc c'est du JSON, c'est du Bison en fait, mais bon, du JSON pour faire simple. Clé valeur, là j'ai la clé qui est la donnée en fait. Avec la data, du coup c'est le nombre de cas confirmés ici par exemple, qui est à droite du coup dans la valeur. Donc pas facile de requêter ça avec Mongo, je préférais avoir un champ date avec la clé qui est date et la valeur qui est la date. Comme ça je peux faire des greater than, des less than, des choses comme ça. En plus j'aimerais bien travailler avec un bon format de date, donc là un champ isodate, pas un champ en string avec... que je dois reparser, etc. Je ne peux pas query. Pareil pour la latitude, longitude. Normalement, on travaille avec du GeoJSON en MongoDB, donc j'aimerais bien un truc comme ça, plutôt, un objet type date qui ressemble à quelque chose, pas juste lat et long balancé comme ça au hasard dans mon document, etc. etc. Donc ce format-là m'allait pas du tout. Voilà.
En plus, à côté, il y a un fichier lookup qui me rajoute d'autres données sur le côté. Donc, par exemple, je retrouve la population, je retrouve des ISO-codes que je peux rajouter en plus, je retrouve les mêmes provinces et les mêmes states. Donc, j'ai de la donnée à côté. Et ça, ça ressemble beaucoup à du SQL, hein, le fait d'avoir de la donnée dans un coin et puis une autre table à côté et puis devoir faire des jointures entre les deux. Là, pareil, il y a des petites alertes qui se sont allumées. Pas bon. Là, en termes de schema, en termes de côté pratique, etc., ça ne m'arrangeait pas. Et s'il y a un truc que vous devez retenir de cette présentation aujourd'hui, c'est ce slide-là. La donnée qui doit être accédée ensemble à un seul moment doit être stockée ensemble. Data that is accessed together should be stored together. C'est un des gros mojo de MongoDB. Donc là, j'ai encore une alerte rouge. Hein. J'ai de la donnée, j'essaie d'accéder à la fois à la population et au nombre de cas pour les mettre en parallèle, pour voir, OK, il y a 100 000 cas, mais dans un pays où il y a 100 000 habitants ou un pays où il y a 25 milliards d'habitants. Auquel cas, ce n'est pas forcément la même proportion et les mêmes problèmes. Donc voilà. Donc, suite à tout ça et à toutes ces petites analyses, je me suis dit que là, il fallait pas importer tout à plat, il fallait transformer la donnée, il fallait faire un peu de choses. Donc, voilà, on fait un peu de magie Python. J'ai redécoupé tous ces fichiers CSV. J'ai fait mes joins dans le Python directement pour reconstruire la donnée telle que je l'imaginais. Et à la fin, j'ai fini avec un joli document qui ressemblait plutôt à ça. Donc dans ce document, on retrouve quoi? On retrouve déjà toutes les données qui concernent le pays, ou le point en tout cas que j'essaye de mesurer. Alors le pays ou la région ou le county, alors ça dépend dans quel pays ou dans quelle entité on se trouve. Donc là, c'est France, en l'occurrence métropolitaine, avec le point du coup sur la carte qui me permet ensuite de faire mes charts que vous avez vu au début, parce que du coup ça me permet de placer le point sur la carte, dire que c'est ici que j'ai 1000 cas ou 2000 cas ou je sais pas quoi. Je retrouve ma date du coup formatée comme il faut, donc ça me permet d'avoir un endroit, une date et les données pour cette journée-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, mais tout ce que j'avais au début, c'était les cas confirmés ou les nombres de morts, le nombre de recovered. Je n'avais pas les données daily, j'avais que de la donnée cumulative over time. Et par exemple, ces 3 champs-là que j'ai fait en bas, je les ai calculés avec une pipeline d'agrégation MongoDB qui, en fait, une fois que j'ai tout importé, tourne sur toute la donnée que j'ai importée dans la base, recalcule aujourd'hui moins hier pour chacun des documents, et refait un merge à la fin avec un $merge de la pipeline d'agrégation, pour ceux qui connaissent. Je refais un merge sur tous les documents pour enrichir mes documents avec de la donnée du coup précalculée qu'ensuite je me permets d'exposer du coup aux API, GraphQL et REST. Donc comme ça évite de devoir refaire les calculs une fois qu'on a récupéré la donnée. Super. Donc à la fin, je me retrouve avec 5 collections. Une collection que j'ai appelée Global, donc qui reprend les 3 fichiers global qu'on a vus, CSV. Celle du bas, c'est US Only, c'est avec les 2 documents CSV qui contenaient juste la donnée des US, avec toute la granularité jusqu'au county, etc. Si je mets les deux ensemble, je me suis retrouvé avec la collection Global and US, où j'ai viré la donnée unique qu'il y avait par jour pour les US, et j'ai mis toute la granularité des US à la place, donc ça me fait une plus grosse collection. Donc dans cette collection-là, j'ai à peu près 4,2 millions de documents, voilà, 3,8 ici et 300, voilà, donc la somme des deux, ça fait à peu près 4,2 millions de documents en tout. J'ai fait une petite collection metadata où j'ai juste calculé en fait genre la first date, la dernière date, tous les ISO codes, tous les pays, comme ça vous permet vous de récupérer ces metadata pour ensuite aller query les REST API, GraphQL API. Et après j'ai fait une agrégation par pays pour avoir un résumé par pays par jour pour pouvoir résumer, pour pouvoir en gros aplatir, pour pas que j'ai la France avec tous les dom-toms, la Chine avec toutes ses régions, les États-Unis avec tous ses counties. Voilà, je voulais juste offrir une vue agrégée aussi dans une autre collection. Voilà. Donc tout ça, je l'ai fait grâce à MongoDB, grâce à Aggregation Pipeline et avec un petit peu de Python pour faire tout ça. Cool. Voilà, maintenant que j'ai une donnée, qu'elle est propre, qu'elle est formatée comme il faut, que j'ai réussi à stocker ensemble les données qui vont être requêtées ensemble, j'ai juste à rajouter quelques index sur mes données. Donc en gros, j'ai rajouté des index sur les dates, sur les countries, les visocodes, des choses comme ça, pour que tout le monde puisse query cette donnée sans faire des call scans, sans faire un scan de toute la collection, parce que 4,2 millions de documents, si tout le monde tape dessus, ça commence à faire beaucoup. Et voilà. Donc, maintenant, on part dans MongoDB, je vous montre un peu, du coup, la prod, entre guillemets, hein, le revers de tout ce que j'ai fait. Donc, le petit cluster metadata, c'est juste moi qui log des IP pour, si jamais il y avait des abus ou des choses comme ça, que je puisse éventuellement bloquer, mais ça n'est jamais arrivé, mais bon, voilà. Et donc là, j'ai mon cluster de prod qui s'appelle Covid-19, qui tourne en version 7.0, du coup, dans MongoDB Atlas. Donc MongoDB Atlas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est MongoDB as a service dans le cloud, chez AWS, GCP, Azure. Vous pouvez déployer votre MongoDB, voilà, ça tourne, il n'y a plus qu'à consommer, il n'y a plus qu'à faire. Cool. Donc moi maintenant, le but, c'est de faire une API REST. Alors, donc là, ma donnée, juste pour vous montrer un petit peu, voilà, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans le truc, mais si je clique sur Browse Collection, si on va voir la collection globale, par exemple, on va retrouver le document que je vous ai montré
tout à l'heure, donc là c'est le premier document avec l'Afghanistan, date du 24 janvier 2020, donc il y avait 0 cas en Afghanistan à ce moment-là. Mais voilà, j'ai tous mes petits documents qui ont été parsés, qui ont été reconstruits, et voilà, et dans cette collection, j'en ai à peu près 30 mégas en stockage compressé, qui correspond à 110 en stockage logique à peu près, grâce à la compression de WireTiger. Donc voilà, à peu près les 331 000 documents qu'on a dans cette collection. Donc on va regarder cette collection globale, puisque c'est une des plus claires et les plus simples. Ok, donc on fait une data API là-dessus. Donc tout simplement, déjà, on voit ici sur la gauche, j'ai plusieurs services, des triggers, data API, data federation, search, etc. Donc on va juste cliquer sur data API, tout simplement. Et ici, je vais sélectionner du coup mon cluster, donc Covid-19, Covid-19, ça va être important plus tard. Je vais aller dans les options avancées. Mon cluster, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il était déployé en Irlande, à Dublin, à AWS. Du coup, je vais le mettre juste à côté. Comme ça, je vais déployer donc, mon backend serverless juste à côté. Comme ça, la donnée est proche du serveur. Ça me permet de limiter la latence entre les deux entités. Donc, ma REST API sera encore plus rapide. Alors, là, on prie. Normalement, ça devrait aller. Et voilà. Donc là, j'ai ma REST API qui est déployée. Et voilà, travail terminé. Hein, c'était gros travail. Après, il n'y a plus qu'à facturer ça au client à peu près 120 jours homme, à 500 € par jour à peu près. Et voilà, c'est fait. Donc c'est assez facile de faire de l'argent finalement. Donc ensuite, cette API, elle est sécurisée. Donc par défaut, celle-là, elle marche avec des API keys. Donc je vais créer une API key que je vais appeler Max, par exemple. Donc très bien, ils me disent de la copier parce que sinon je vais la perdre, donc je vais la copier. Je vais même la stocker ici, donc après j'ai des petites démos. Je vais me la stocker ici dans un truc qui s'appelle API key égale ça. Hop, comme ça je la retiens et je la perds pas. Et ensuite je peux tester cette API. Donc ici je vais pouvoir mettre donc ma link data source, c'est mon cluster Atlas. Je vais mettre ma database, donc c'est Covid-19, et dedans je vais taper sur la collection globale. Donc ici on voit qu'il m'a déjà préparé un petit curl avec du coup mon URL de mon endpoint avec une fonction find_one ici. Hop, je misclick. Ici, il m'a copié déjà mon token, là, mon API key. Il m'a mis ici donc, les données qu'il me faut. Donc, il me dit va taper sur telle collection. Il m'a mis une petite projection ID1, donc on ne va pas voir grand-chose, qui va juste projeter sur une ID. Mais normalement, si je teste ça et que je copie-colle, voilà, je me retrouve bien avec un document. Alors, si je vais virer le petit 1 ici et que je mets un 0 à la place, juste pour retirer l'ID, du coup, on voit bien que je me retrouve avec un document. Je vais le faire pretty pour qu'on y voit quelque chose. Voilà. Donc là, je me retrouve bien avec un document à l'Afghanistan, etc. Voilà, donc tout va bien. Si je veux, je peux, par exemple, ici, rajouter un filter. Il ne faut pas que j'oublie les petites quotes, etc. là, et que je ne mistype pas trop. Si je veux, ici, je peux faire hop, country, France. Si je ne suis pas trop nul. Voilà, maintenant on a la French Guinée qui ressort. Voilà. Donc mon API elle fonctionne. Si je veux pas faire un find_one, je peux faire un find tout simplement, parce que là j'ai juste fait un seul document, mais si je veux en récupérer beaucoup, hop, j'ai qu'à retirer le one, et voilà, là j'ai récupéré hop, tous les documents. Donc là j'ai la French Polynésie, la French Guinée, là c'est la métropole, Wallis et Futuna, etc. etc. Donc voilà. Très bien, donc ça fonctionne, voilà, j'ai déjà mon API, elle est dispo en prod, j'ai juste mon API key à fournir, et puis voilà, j'ai fini l'implémentation de mon API. Très bien. Donc ça fait déjà une API. Ici, moi, c'est une donnée fixe que je fournis, donc j'ai pas envie que vous la mettiez à jour, donc déjà ici je peux gérer aussi mes droits d'accès et mettre en read-only, ça m'arrange, donc ceux qui ont réussi à choper la clé d'API, bravo, et réussir à modifier mon cluster entre-temps. Bravo à vous. Mais voilà, donc là je le colle en read-only, et voilà, donc là j'ai plus qu'à communiquer cette clé d'API à tout le monde, dire voilà, vous pouvez taper dessus, c'est dispo, vous pouvez balancer les queries que vous voulez, donc du coup ce sera limité au find_one, etc. Parce que les écritures du coup fonctionneront pas, évidemment, mais voilà, c'est déjà fait. Alors ça c'est cool, sauf que potentiellement une REST API, ça peut être plus compliqué que ça, si vous voulez, si vous avez du code métier, si vous avez des choses plus compliquées à faire, parce que là il n'est pas question d'exécuter du code au moment où la query est runée côté MongoDB, c'est juste ils prennent les paramètres qui sont passés, ils appliquent la projection, etc. On retourne la donnée telle quelle. Bon. Donc ce que je peux faire pour ça, si j'ai envie de faire une API plus compliquée, je peux aller dans App Services ici, et en fait on va retrouver cette data API, puisqu'en fait la data API n'est qu'une app service serverless qui fonctionne en fait à côté de mon cluster MongoDB Atlas. Ça charge un peu l'écran blanc là, dis donc. Hello. Hello, hello. Un petit F5. Internet.
Allô, allô Internet? Ah, on a un pouls. Peut-être tenter un massage cardiaque. Ok, on y arrive. Donc, dans App Service, je retrouve ma prod en fait avec mon API REST et mon API GraphQL Covid-19 là ici. Donc, vous voyez quelques stats. Il y a à peu près 10 000 queries qui sont passées ce mois-ci déjà et donc un certain nombre de users qui l'ont déjà utilisé, etc. Et là, je retrouve le truc que je viens de créer en fait, la data API que je viens de créer avec un user et 4 queries du coup que je viens de balancer. Donc, si je vais dans cette application là. En tout cas, j'essaye. J'aurais peut-être dû cliquer avant. Il faut que j'essaye de timer mes... clics avec ce que je dis. Hello. Un petit F5 ou pas là? Est-ce qu'on tente le F5? F5. Très bien. Ok. Il faut faire un petit massage apparemment. Cool. Donc si je vais dans mon application, donc je vais retrouver ici plein de choses. Donc par exemple, tout ce qui est règles, authentification, schéma, etc. Je vais en avoir besoin pour la partie GraphQL. Ici, je vais retrouver d'autres trucs sympas, par exemple des triggers, des fonctions, le GraphQL que je vais utiliser dans un instant, et mes HTTPS endpoints. Si je viens dans HTTPS endpoints, je retrouve ici ma data API, qu'en fait je viens de déployer et j'aurais pu aussi la faire par ici. Donc là j'ai des options en plus, j'ai des options un petit peu plus avancées, etc. Je peux jouer avec d'autres choses, notamment la partie authentification, etc. Mais je peux aussi faire ici des HTTPS endpoints custom. Donc par exemple ici je peux faire add endpoints et je peux me créer global dev fest par exemple. Je peux me créer un petit endpoint custom. Je vais dire que c'est un get puisque c'est du read-only. Je vais dire que j'ai des résultats. Je vais dire que c'est du JSON. Et ici, je vais dire que, hop, je veux une fonction qui s'exécute. On va l'appeler global. Et je veux une fonction. Alors, je ne vais pas la transformer ici, cette fonction. Je vais juste sauver pour le moment. Très bien. Et je vais retourner dans les fonctions et je vais l'éditer ici dans les fonctions. Très bien. Hop, et là, je peux me la mettre en grand. Donc ici, en fait, on voit que j'ai récupéré en fait une fonction qui va permettre de s'exécuter au moment où j'exécute ma REST API. Donc je vais avoir une query, un header, un body et un objet response que je vais pouvoir manipuler pour construire ma response. Donc de la query, je peux extraire les arguments, des headers, je peux extraire des headers, du body, je peux extraire tous les bodies qui sont passés, etc. Bref, je peux travailler avec tout ça. Moi, ce qui m'intéresse ici, pour faire un petit exemple rapide, c'est ici, hop, je peux récupérer l'accès à mon cluster MongoDB et balancer ma query, faire quelque chose. Donc on va faire un petit truc simple, je vais juste return ici un petit 0, on va balancer tout le code à la poubelle, ça va faire un truc propre, voilà. Donc ici par exemple je peux récupérer l'accès à ma collection. Alors vous vous souvenez, le cluster tout à l'heure il s'appelait Covid-19, la DB elle s'appelait Covid-19, histoire de faire simple, et si je peux taper sans faire de typo ce serait pas mal, et la collection elle s'appelait global. Okay, un petit point virgule, ça coûte pas cher. Une fois que j'ai récupéré l'accès à mon cluster MongoDB, donc là j'ai pas besoin de login, d'authentification, etc. puisqu'en fait les deux entités sont juste à côté dans Atlas. Hein, donc je peux récupérer un accès directement comme ça. Et ensuite dans ma collection, donc je peux faire collection.find. On va mettre un limite histoire de ne pas retourner 36 000 documents pour l'exemple. Ensuite je peux récupérer ça et en faire un tableau par exemple. Et ensuite je récupère, donc c'est une promise hein, puisqu'on est sur du JS. Je récupère des documents et une fois que j'ai récupéré mes documents, je peux mettre à jour ma response en faisant un petit set body. Et là, j'ai récupéré donc du JSON, mais je veux le transformer en string puisque je veux l'exposer à une REST API. Donc, on va faire JSON.stringify de docs. Un petit point virgule ici, un petit point virgule ici. On va chercher le bouton save qui doit être quelque part. Voilà. Alors, donc là, on est d'accord que je n'ai pas fait un truc fantastique, hein, mais là, je vous montre juste qu'avec du code, et là, on a 3 bonnes lignes de code bien solides, j'arrive à récupérer des documents, et après, je peux les manipuler comme je veux. Je peux aussi accéder, il n'y a rien qui m'empêche d'accéder à plusieurs clusters MongoDB si j'ai envie. D'accord ? Une fois que j'ai juste à les déclarer ici dans les links data source, je pourrais me linker à plusieurs data sources potentiellement, faire plusieurs queries, des trucs compliqués, ensuite faire des calculs, etc. Puis renvoyer mon calcul, enfin mon résultat à la fin, tel que j'ai envie de le formater dans mon API REST.
Donc maintenant, on va retourner au HTTPS endpoints, si ça lag pas. Et ici, je vais pouvoir récupérer l'accès à mon petit endpoint que j'ai créé. Je le copie-colle, on clean l'écran, et il me dit « Ah, attention, no authentication method were specified ». Et ouais, moi j'ai juste créé une fonction là, mais j'ai pas dit, j'ai pas d'authentification, j'ai rien. Là, c'est pas sécurisé ce que je viens de faire. Donc, histoire de désécuriser ça, parce qu'on est sur une démo quand même, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de ma fonction, et je vais dire ici, global, settings, je vais dire, application, authentification, non. Toi, tu es système, hop, toi, tu as les droits route, en gros. Et du coup, maintenant, ça passe. Je vais faire un pretty, voilà. Du coup, je récupère ma donnée comme tout à l'heure, comme j'ai fait tout à l'heure. Là, j'ai fait donc un find avec 3 documents, donc j'en ai bien 1, 2 et 3 en bas. OK ? Donc là, c'est juste pour vous montrer l'exemple, juste pour vous montrer ce que j'ai fait vraiment en prod. Il est où ? Une petite démo. Hop. La vraie fonction que j'ai en prod qui tourne, elle ressemble plutôt à ça, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire du coup. C'est fondamentalement la même chose que je viens de vous montrer. En bas, j'ai toujours le même petit code avec le find, et là, je passe une query, une projection, un sort, et tout aurait zen document into set body JSON stringify terminé. Voilà. Et juste ce que je fais avant ici, c'est que je récupère de ma payload, j'extrais des paramètres. Ici, je récupère l'accès à ma collection, et après, je construis une query et une projection à partir des données qui me sont passées, et puis c'est tout, quoi. J'ai juste fait, voilà. J'ai fait ça à l'époque parce que la data API n'existait pas, donc moi j'ai codé ça avant la data API, parce que là en fait je ne fais ni plus ni moins ce que fait la data API, mais à l'époque je l'avais fait du coup à la main. Mais voilà. Donc déjà, ça, je vous ai montré là 2 façons finales d'implémenter une API REST avec du coup Atlas Data App Services. Cool. Et bien maintenant on va pouvoir faire du GraphQL. Alors je sais plus si j'avais peut-être une petite démo avec ça, je sais plus qu'est-ce que j'ai là. Si, ouais, j'avais une petite démo avec la data API. Mais bon, je pense que vous avez compris le truc. Ah oui, je ne vous ai pas montré que la data API tout à l'heure. Donc on peut faire, je vous ai montré le find one, je vous ai montré un find. On peut faire aussi des petites choses. Alors, donc le find one, c'est le copier-coller que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'était juste pour vous montrer un filtre un petit peu plus compliqué que ce que j'avais fait. Là, tout à l'heure, j'ai juste mes country France, mais je peux passer une date avec un greater than, $date, etc. Normalement, j'avais sauvé l'API key, donc normalement, mon script, il devrait marcher. Là. Évidemment, pas du tout. Alors, pourquoi pas du tout ? Oui, j'ai pas l'URL. Hop, il me faut l'URL. Alors, on va y récupérer cette URL. Oui, je discarde. Hop, data API. Donc, si je récupère ça, normalement, export URL égale ça. Voilà. Ok, donc là ça marche et je récupère du coup via mon data API que j'ai créé tout à l'heure, je récupère la donnée avec le find one, avec la requête du coup un peu plus compliquée. Je voulais montrer aussi du coup donc une autre requête plus avec une projection ici. Et je vous fais juste remarquer que le header ici il accepte du eJSON, donc je demande qu'il me returne du eJSON. La différence avec le JSON, vous allez le voir tout de suite, mais c'est ce que vous venez de voir juste au-dessus. Donc le eJSON, c'est le format, en fait, c'est du BSON qu'on a transformé en format lisible JSON. Donc du coup, j'ai ici tous mes types dates qui sont ici encodés comme ça pour pouvoir être lus en gros par une machine. Mais si je veux rendre ça lisible un peu plus par un humain, du coup, je peux lui demander de me retourner du JSON à la place. Donc ici, j'ai juste enlevé le E en fait, de JSON avec la même query. Et du coup, ici, je retourne un format un petit peu plus lisible où j'ai juste la date en format du coup string lisible isodate. Donc après, ça dépend si vous voulez parler avec une machine ou avec un humain ou avec n'importe quel format, mais en tout cas, vous pouvez gérer les 2 formats sans problème. Et après, je voulais juste vous montrer aussi qu'avec la data API, on pouvait faire des agrégations, donc on peut faire aussi des requêtes plus compliquées avec la data API telle qu'elle, sans plus de code ni rien du tout. Donc ici, je peux faire, par exemple, une pipeline où je vais dire, voilà, donne-moi tous les documents en France, de l'année 2023 au final, parce que c'est tout ce qui est au-dessus de donc greater than or equal 1er janvier 2020, 1er janvier, non c'est 1er mars 2023, non oui c'est mars, donc toutes les données à partir de mars 2023 en France. Et après tu me fais un group by rien du tout, donc group by tout en fait en un seul fichier, tu m'aplatis tout et tu me construis, tu me fais la somme des confirm daily. Donc en gros c'est compter tous les cas daily qu'il y a eu en mars 2023 en France.
Et donc si j'exécute ça, je me retrouve avec juste un petit document qui me dit nul, et il y a eu 39 543 cas du coup en France en mars 2023. Voilà. Sachant que les données, ils ont arrêté de les compter du coup le 10 mars 2023, donc c'était les 10 premiers jours en fait de mars 2023. Cool. Alors, maintenant, petite data. Alors, on va repartir de zéro. J'espère qu'on va pouvoir. Data API, ça va, c'est bon, le Wi-Fi est renouveau énervé. Donc, on va repartir de zéro, parce que là, j'ai quand même créé quelques trucs. Il y a une data API, il y a des choses qui sont activées, etc. Il y a de l'API key, etc. Il y a des choses qui sont activées. On va repartir de zéro. Je vais vous montrer comment on crée une app de zéro pour faire le GraphQL. Donc, on va faire cliquer ici sur Nouvelle app. Ici, on va taper, par exemple, on va l'appeler dev fest Toulouse. Si j'arrive à écrire Toulouse. On va l'attacher au cluster Covid-19. De la même manière que tout à l'heure, on va la déployer, elle s'est mis au bon endroit direct, donc en Irlande. On va faire Create App. Alors ça prend quelques secondes, parce qu'il est en train de me déployer du coup tout un environnement serverless là, du coup, à Dublin. Vous avez vu, ça prend pas 3 plombes. Et ensuite, donc je vais essayer d'être le plus bête possible. Hein. Je dis, voilà, je veux faire une API GraphQL, donc ok, comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc je vais cliquer sur GraphQL, on va être bête et méchant. Il me dit, ok, generate un JSON schema. Bon, logique, hein, GraphQL, ça marche avec des JSON schema. Donc on va cliquer sur Create JSON schema. En fait, on voit qu'il m'amène du coup sur l'onglet schema ici. Et donc moi, j'avais dit que je voulais faire, par exemple, en premier, la collection globale. Donc je vais cliquer sur global. Ici, il me propose un mode dev avec les SDK, etc. Mais bon, moi, j'ai dit que je voulais faire un schema, donc je vais juste faire define schema. Et là, il me propose en fait de faire du sampling sur mes documents qui sont dans ma collection pour en fait générer un schema automatiquement pour moi. Alors je lui dis ok, 500 documents, pourquoi pas. Alors moi j'ai noté qu'en fait il prend, de ce que j'ai vu, les 500 premiers documents en fait dans la collection, pas vraiment au hasard. Du coup, typiquement là dans la collection globale, je sais par exemple qu'à chaque fois il me rate par exemple le state. Parce qu'il y a le country, mais je sais qu'il y a aussi le state. Mais par exemple les premiers documents qui sortent, c'est l'Afghanistan, et l'Afghanistan c'était juste un pays, et donc en fait il n'y a pas le state, donc du coup il me manque des champs. Donc en l'occurrence, là je l'ai vu, donc je vais lui dire ok, tu me rajoutes un champ, ok, state. Après j'aurais pu faire un sampling sur plus de 500 documents aussi, hein, pour pallier à ce truc-là. Donc je peux corriger mon schema ici, et lui dire ok, il te manque le champ state, machin, très bien. Je vais sauver mon draft ici. Alors, la data API, tout à l'heure, il m'avait disable les drafts par défaut. Là, par défaut, j'ai un mode sécurisé, on va dire, qui me permet de faire toutes mes edits avant de pousser le tout en prod. Bon, là, on va dire que je m'en fiche. Du coup, je vais cliquer sur Disable Draft. Il va charger un petit coup encore. J'espère qu'il va permettre de plombe. Juste pour vous montrer comment le disable aussi. En fait, il faut aller ici dans Deployment, Configuration, et tout en bas ici, il y a Disable Draft. Comme ça, maintenant, à chaque fois que je clique sur Save, en fait, il push direct en prod. En fait, ça m'évite de recliquer 20 fois sur ce bouton-là. Review Draft and Deploy. Donc là, je suis obligé de le faire une fois pour déployer le fait que je ne veux plus de draft. Et une fois que c'est fait, donc là, j'ai déployé mon schema. Si je retourne maintenant sur GraphQL, maintenant, j'ai l'interface qui a changé et je me retrouve avec un petit GraphQL qui me permet du coup, hop, d'exécuter ma petite première query GraphQL. Voilà, j'ai déjà du GraphQL qui fonctionne, là, j'ai ma collection qui fonctionne. Alors là, j'ai global, mais donc du coup, si on regarde ici dans les queries, là, j'ai de la doc sur le côté, on voit que j'ai global qui a été implémenté, et puis la route aussi globals avec un S, donc du coup, là, je dois pouvoir rajouter un S normalement, et faire un petit contrôle entrée, et voilà, maintenant, j'ai plus un find one, on va dire, mais j'ai un find qui est exécuté derrière. Super, ici, bon, après, voilà, pour ceux qui connaissent un peu le GraphQL, je peux jouer avec mes champs, je peux en afficher plus, en afficher moins, voilà, on voit bien que ça fonctionne, très bien. Mais là, je suis dans l'interface, on est d'accord, MongoDB Atlas, là, il faut que je connecte maintenant ça potentiellement à ma prod, etc. Donc, comment on fait? Alors, ici, j'ai le petit endpoint qu'il faut que je récupère et que je fournisse, en gros, à mon client. Donc, en fait, ici, on regarde l'URL, le seul truc qui change, en fait, c'est tout le temps la même URL, ce qui change dedans, là, c'est l'API key, l'AppID qui correspond à l'ID unique de mon application serverless. Je peux la récupérer ici en haut à gauche, là, l'AppID. Je vais la sauver ici en faisant un petit export pour mes scripts. Comment je l'ai appelé ça? J'ai appelé ça AppID comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, je l'ai appelé DevFest Toulouse. Il m'a rajouté un petit truc unique à la fin. Très bien. Et ensuite, si je lis ici, il me dit donc toutes les queries sont exécutées en tant que système, donc c'est le truc root de tout à l'heure, mais toutes les queries doivent être authentifiées. Donc ça veut dire que si j'essaie de lancer ma query, il va me dire t'es pas authentifié. Ok, donc il faut que je m'authentifie, donc on va aller dans authentification. Et ici, donc j'ai plein de moyens d'authentification pour m'authentifier, donc Google, Facebook, API keys qu'on a vu tout à l'heure, email password, etc., etc. Mais vu qu'on est sur une bonne démo et qu'on va pas y passer l'année, hop, Anonymous, voilà, boum, on n'a pas le temps. La sécurité avant tout.
Donc, puis en plus, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait vraiment en prod pour le coup, parce que moi, je voulais pas authentifier tout le monde, je voulais juste que les gens accèdent à l'API tranquille, quoi. Il n'y a pas de raison de filtrer ou de faire des user passwords, et m'embêter à implémenter des emails, des machins, des trucs. Moi, j'avais dit, hop, Anonymous, tout le monde se connecte à Anonymous, il n'y a rien à filtrer, il n'y a pas d'écriture de toute façon, donc read-only, voilà. Très bien. Donc maintenant, j'ai activé l'Anonymous, j'ai fait save, donc ça s'est déployé automatiquement puisque j'ai viré les drafts. Donc du coup, ça devrait presque marcher. Alors, hop, ici j'ai un petit dossier GraphQL. Et c'est assez gros l'écran, ça va, les scripts, ils sont assez gros. Je peux les zoomer un peu, hein, après on peut abuser. Je peux les mettre en haut aussi pour ceux qui sont derrière. Donc, l'Anonymous Authentication, voilà, en gros, c'est donc une URL là-haut. Je retrouve l'AppID qui est inséré quelque part dedans, et après, c'est /auth/provider /anonuser/login. Très bien. Donc, on va juste balancer ce truc. Et hop, il me crache du coup un access token et un refresh token. Le token, il est valable 30 minutes, mais bon, la démo sera finie normalement dans 4 minutes, donc ça devrait aller. Donc, j'aurai pas besoin de jouer avec le refresh token, mais sinon, il est là. Donc ici, je vais faire export token égale ce truc-là. OK. Donc maintenant, normalement, je devrais pouvoir exécuter une query. Donc par exemple, cette query-là, je vais la mettre en haut de l'écran. Donc une petite query ici, query country France, state n'existe pas. Donc ça me permet du coup de récupérer que l'hexagone, du coup, bref, pas les dom-tom, avec la date plus haute que ça, et puis inférieure à ça, sorted by date ascendante, et je vais récupérer les dates et confirm daily, par exemple. OK, une petite query, un exemple. Donc pour ça, je construis ma query comme ça. Donc là, ici, je retrouve l'URL qu'on a vu tout à l'heure en haut, avec le AppID que j'insère dedans avec mon petit export, le token que j'insère aussi parce que je l'ai exporté, et ma query, du coup, qui est formatée avec un data row, là, donc qui est formaté comme il faut. C'est pour ça que j'ai fait un script, je ne voulais pas taper ça, vous me pardonnerez. Et donc, du coup, si j'exécute ça, j'exécute ma query, et je me retrouve avec une erreur. No rule exist for namespace COVID-19 global. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas de règle d'accès à cette collection, en fait. Ça veut dire que, certes, tu es authentifié, mais ton application, là, serverless, en fait, elle a droit d'accéder à rien, en fait, par défaut. Donc, on va résoudre ça. Alors, pour résoudre ça, donc on va aller dans les règles. Et dans les règles, alors ça c'est valable aussi pour mes HTTPS endpoints, etc. On peut tout gérer à travers des règles. Donc dans les règles ici, je vais dire que je veux une règle sur la collection globale. Et sur cette collection, donc, j'ai différents types d'accès. Donc je peux dire deny all, je peux dire read all, ou je peux dire read and write all. J'ai aussi d'autres presets donc, qui servent pour d'autres types d'applications, parce que là je fais un truc très simple où je suis en read-only. Mais le truc typique, ce serait read own and write own. C'est-à-dire que chacun peut lire et écrire ses propres documents sans aller taper sur la liste de courses, par exemple, du voisin. Voilà, chacun sa liste de courses. On n'a pas le droit d'aller éditer la liste de courses de la personne d'à côté, par exemple. Très bien. Bon, moi, en l'occurrence, ce qui m'intéresse ici, c'est le read all. Juste au passage, en fait, les rôles, je peux en mettre plusieurs. Et en fait, en fonction je peux très bien avoir des filtres ici et dire qu'en fonction du rôle en fait, qui est associé à l'user qui s'est logué, tu tapes du coup tel ou tel rôle. Du coup, l'admin, par exemple, il aurait read and write everything. Un mec qui est read only, je sais pas, du marketing, par exemple, on va lui mettre read only, etc., etc. Très bien. Donc ça s'est déployé tout seul, ça s'est sauvé automatiquement. Si je retourne ici et que je réexécute ma query, cette fois-ci, elle passe. Okay, donc cette fois-ci, je me retrouve bien avec mes documents et avec les petites données que je voulais. Impeccable. Juste pour vous montrer derrière qu'on peut faire pareil avec un email password. Donc là, je peux me générer aussi avec l'authentification email et password. Je vous montre juste comment ça fonctionne. Mais au lieu de juste de balancer Anonymous, du coup, je vais lui passer un user et un password. Donc pour ça, il faut que j'aille activer quand même l'authentification avec email password. Donc c'est pour ça que je peux venir ici. Je peux activer le provider ici. Après, il faut passer plein de choses pour pouvoir reset l'email. C'est le petit bouton « j'ai oublié mon password », etc. Bon, pareil, ici, on n'est pas là pour rigoler, donc je vais juste lui dire, tiens, hop, une fonction qui veut rien dire, et puis voilà, save, terminé. En prod, j'aurais peut-être fait un truc mieux. C'est pas dit, ceci dit. Et donc, maintenant, ah oui, il faut que je crée un user aussi. Donc là, pareil, j'ai pas créé ce qu'il faut pour... Enfin, il faudrait une interface pour créer un user, pour pouvoir s'authentifier, créer un nouveau user ou service, etc. Moi, je vais le créer directement ici dans l'interface, donc je vais faire add user, email, password, donc on va dire, hop, Maxime. Password, du coup, vous l'avez vu, il est super safe. Hop, create.
Donc je crée mon user ici à la main, on va dire que je me suis authentifié, j'ai créé mon user. Et maintenant, du coup, je peux m'authentifier via email password. Voilà, et je récupère de la même manière que tout à l'heure un token et un password et un refresh token. Donc bon, je ne vais pas le refresh, mais vous avez compris que je peux réutiliser le même token pour rebalancer la même query. Un autre petit trick, mais que je ne recommande pas trop en prod, ceci dit, ce serait la petite dernière commande que j'ai ici. Hop, je vais nettoyer pour que ce soit propre. En fait, on peut rebalancer la même query, mais ce coup-ci, au lieu de passer le token, je peux aussi passer directement l'email et le password. Ceci dit, ça veut dire que ça passe en clair. Si vous n'avez pas mis du HTTPS derrière, ça veut dire que ça passe en clair, donc pas terrible. Voilà. Donc évitez peut-être ça en prod, c'est pas forcément tip-top. Voilà, un coup de Wireshark et il y a tout qui disparaît et vous êtes fait piquer vos logins password. Voilà, et donc au final, je me retrouve avec, là en 40 minutes, je vous ai implémenté 2 API REST de façon différente et une API GraphQL. Tout fonctionne, c'est en prod, c'est authentifié, vous avez vu que c'est sécurisé, il y a des règles, on peut gérer après, donc là, forcément j'ai fait un truc très rapide et très peu safe, mais on pourrait élaborer beaucoup sur toutes ces fonctionnalités-là. Au passage, ici, j'ai quand même d'autres petites fonctionnalités sympas que je retrouve dans App Services. On a par exemple des triggers, on a donc les fonctions que vous avez vues. Il y a aussi le device sync qui permet de synchroniser de la donnée entre des devices mobiles. Donc ça peut être sympa pour synchroniser de la donnée avec un mode de développement, ce qu'on appelle offline first. Donc en gros, les applications elles sont capables d'écrire sur une base de données locale et quand elles retrouvent le réseau, par exemple ici en conférence, quand ça tombe, le Wi-Fi, ça permet d'aller resynchroniser la donnée une fois qu'on retrouve le service. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Sur ce petit QR code, vous retrouverez tout ce que je vous ai présenté là. Il y a 4 blog posts avec les API REST, les API GraphQL. Vous retrouverez aussi l'accès à toutes les données. Là, en fait, tout ce que j'ai partagé, tout ce que j'ai montré, les données Covid. Il y a le cluster que je vous ai montré en fait qui est accessible en read-only. Il y a un mot de passe read-only, là, user read-only. Donc, vous pouvez dumper toute la donnée si vous avez envie de jouer, récupérer ça pour faire un petit projet. Tout est dispo. Le code que j'ai fourni, tous les codes que j'ai fournis, que ce soit GraphQL ou REST, tout est dispo dans les blog posts. Il y a le dashboard aussi que j'ai montré au tout début en screenshot. Le dashboard aussi il est disponible par exemple, donc vous pouvez tout récupérer ici. Et si mon talk vous a plu, vous pouvez me laisser un petit feedback sur OpenFeedback. Si ça vous a pas plu, partez vite. Voilà. Merci beaucoup.